Hello, bienvenue sur Artefact, le podcast qui parle de photos, mais aussi de tous les métiers créatifs. Je suis Elisa et j'ai créé ce podcast pour qu'on se sente moins seul dans le monde de l'entrepreneuriat. Ce monde n'est pas toujours tout rose. Aujourd'hui, je suis avec Elsa, une amie artiste et modèle qui a été une des premières personnes à me faire confiance dans mes projets artistiques. On va parler de son parcours, des erreurs à ne pas faire quand on se lance en auto-entreprise et comment il est important de se préparer au pire pour s'attendre au meilleur. Je m'appelle Elsa, j'ai 22 ans et je suis customisatrice de sneakers, de vêtements. Et à côté de ça, je suis modèle. Ok. J'ai envie de raconter comment on s'est connus. Donc je t'ai contactée sur Instagram en 2020. C'est ça. Ça date déjà. Pour un de mes premiers projets où j'avais des lieux et c'était l'aéroclub. Donc t'as accepté de faire ce projet alors qu'on était en décembre, il faisait super froid. Et après, s'en est suivi où je t'ai proposé des projets de plus en plus farfelus, où il faisait jamais très chaud. La piscine. La piscine à 10 degrés, tu t'en souviens. Et je crois que le dernier qu'on a fait, c'était au Salon de la Photo en 2022, où j'ai donné un workshop avec Sigma et t'étais la modèle. Il y avait aussi celui des nénuphars également. Et il y a eu... Ah non, le plus récent, c'était celui des nénuphars avec David, où je t'ai mis dans l'eau, évidemment, dans une rivière. Oui, à force. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, je t'ai invitée parce que je sais que tu as vécu beaucoup de choses dans ton entreprise, dans ta vie entrepreneuriale. Et je me suis dit que c'était sympa de le raconter pour montrer que la vie dans l'entrepreneuriat, c'est clairement pas tout rose, pas toujours des gens qui nous veulent du bien. Exactement. Donc je voulais parler de ça avec toi. Quand on est dans une entreprise tout seul, qu'est-ce qu'il faut éviter ou en tout cas, à quoi il faut faire attention? À quoi tu n'as pas fait attention, toi? Moi, il faut savoir que ça fait déjà 6 ans que je fais mon métier et que je l'apprécie toujours autant. Là où je dirais qu'il faut vraiment faire attention, c'est la confiance qu'on accorde aux autres. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que toi qui connais ton projet et qui te donnera à fond dans ce projet-là. Les autres sont juste des prestataires, on va dire ça comme ça. Et du coup, là où j'ai fait mes premières erreurs, c'est d'avoir fait trop confiance aux autres. Ouais. Donc, ce qui fait que j'étais pas toujours convaincue du résultat, ou alors je me faisais escroquer pas mal d'argent. Ouais. Moi, j'ai souvent tendance à donner ma confiance très vite. Parce qu'en fait, vu que je mets toute mon âme dans mes projets, comme toi, les gens que j'invite sur mes projets, pour moi, ça me paraît évident qu'ils vont faire la même. Malheureusement, pas toujours, en fait. Il y a des personnes qui, par contre, comprennent ta vision des choses et vont se donner autant que toi. Mais il y a aussi ces personnes-là que parfois, on ne fait pas forcément attention parce qu'on se dit c'est pas humain, c'est pas humain en fait de faire espérer autant une personne et que derrière on est là pour un intérêt financier ou après, c'est pas que c'est pas humain, je pense que c'est des gens qui manquent de conscience personnelle et professionnelle. Parce que c'est humain en fait d'être con. Enfin, d'être con. Oui. D'être malhonnête, c'est un trait humain, malheureusement. C'est juste qu'il y a des humains qui ont une conscience professionnelle et d'autres pas. C'est vrai. On va dire. Et malheureusement, j'ai vécu pas mal de belles choses, mais aussi de mauvaises choses. Et c'est de ça que on va parler. Oui. Enfin, du coup, comment on se protège quand on débute une activité et qu'on n'a pas envie d'avoir justement de faire les premières erreurs que toi t'as pu faire, de trop faire confiance? Comment on pallie à ça? Parce qu'en fait, quand on est tout seul, on a forcément envie de s'entourer un petit peu quand même. Parce que ça fait trop peur tout seul. Puis même dans le temps, quand t'es tout seul, c'est dur de garder le mental. Le mental, en fait, en tant que créatif, il est jamais au beau fixe. Déjà, dans mon cas à moi, j'aurais dû en parler directement avec mon père qui était déjà dans l'entrepreneuriat. Donc il y a quand même plus de 50 ans en fait d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et première chose, j'aurais dû en parler avec mon père. Si on a la chance d'avoir un parent qui était déjà un peu dans l'entrepreneuriat, ou même en parler avec un proche à soi, où on sait qu'on peut lui faire confiance, ça m'aurait évité beaucoup d'erreurs. Mais comme je suis quelqu'un de têtu, je voulais faire les choses par moi-même, alors que quand tu commences une activité, même si ça fait 6 ans, c'est quand même encore récent. Oui. Donc première chose. Ensuite de ça, faut pas négliger toute la partie juridique. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait des contrats, faut qu'en fait tout soit carré. Tout ce qui est possible en fait pour être au maximum le truc, quoi. C'est ça, pour être protégé en fait juridiquement, et que s'il arrive quelque chose, on sait jamais, et en fait toi derrière dans ton activité t'es protégé. Et ça c'est vraiment le plus important, parce que je sais que on néglige beaucoup cette partie-là, étant donné que
pas beaucoup de personnes aiment s'occuper de la partie Ouais, juridique, la paperasse, les papiers. ouais. Ouais, c'est ça. Moi, c'est vrai qu'après, on m'a déjà posé la question. Moi, j'ai des contrats pour mes particuliers, les séances particuliers, par exemple. Et on m'a déjà posé la question de, en fait, ça refoule pas les gens, le contrat. Et j'ai jamais eu de personne qui, face au contrat, m'a dit finalement, Elisa, je suis plus intéressée, ça me fait trop peur ton truc. En fait, moi, tous les gens qui m'ont contacté pour faire une séance, ils ont réglé la compte et le contrat après. En fait, c'est un signe de sérieux. À partir du moment où il y a une personne qui se dégonfle face au contrat, c'est que de base, elle comptait pas forcément te respecter, quoi. Ou ça la gêne que ce soit encadré et c'est sent pas bon. Ça sent pas bon du tout quand c'est comme ça. Donc à éviter, et du coup, ça permet de se protéger et de trier déjà. En fait, ça fait un premier tri finalement. Genre un client qui veut pas signer un devis mais qui veut quand même que tu travailles. Non. C'est qu'il ne comptait pas te respecter par la suite et justement, ça te permet de faire un tri. Un premier tri, ouais. Et aussi d'être déclaré dans ton activité, c'est extrêmement important. Oui. J'avoue que moi, je me suis déclarée peut-être trop vite. Mais ça, c'est un autre sujet sur un autre podcast que j'ai fait avec un ami. Moi, je l'ai fait un peu trop vite. J'ai pas réfléchi en fait à la création de l'entreprise. Je l'ai faite parce que c'était simple. Je l'ai créée sur un coup de tête, quoi. Alors que j'aurais pu prendre plus le temps, plus me renseigner. Et surtout qu'il y a beaucoup d'avantages. Si tu te renseignes beaucoup, tu peux vraiment avoir des aides, tu peux avoir beaucoup de choses que je n'ai pas faites. Donc pour les gens qui veulent créer une entreprise, renseignez-vous bien assez. Parce que clairement, moi par exemple, j'ai pas pris le bon chemin dès le début, quoi. Mais je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Il y a beaucoup de gens qui peuvent proposer ce genre de formation-là. Et c'est hyper enrichissant en fait, même si c'est gratuit de créer une entreprise, les erreurs du coup qu'on peut faire super facilement. En fait, le truc c'est que quand on crée une entreprise, si t'es pas au courant d'un truc, si tu te fais attraper, nul n'est censé ignorer la loi. Donc en fait, t'es fautif dans tous les cas si t'es pas informé. Donc le mieux à faire, c'est de s'encadrer dès le début et pas de le faire sur un coup de tête comme j'ai pu faire. Je me reconnais dans ce que tu dis parce que j'ai fait exactement la même chose. Je me suis déclarée très très vite en tant qu'auto-entreprise et du coup en fait je suis passée à côté de beaucoup d'avantages que je pouvais avoir quand tu débutes et je le savais pas. La même. Juste après, du coup, j'aimerais que tu me racontes ta pire arnaque. J'en ai une qui me vient en tête. C'est l'une des pires. Je travaillais en tant que prestataire de service pour faire de la customisation. Et en fait, il faut savoir que j'ai travaillé du coup 4 mois là-bas. Et je me suis aperçue au bout de 1 mois et demi, en fait, 2 mois que... en fait, cette marque-là te payait d'abord ton premier mois pour que tu sois en confiance vis-à-vis d'eux. Et en fait, entre-temps, moi, j'ai eu énormément d'échos de salariés qui travaillaient là-bas, mais qui n'étaient pas payés. C'était des vendeurs... Salariés? Ouais, c'était des salariés. Déjà... Pourtant, un salarié est beaucoup plus protégé qu'un prestataire de service. Je me dis, si le gars, il te paye pas... Totalement. C'est important de se renseigner sur ses droits, mais je peux comprendre aussi les gens qui vont pas jusqu'au bout du processus, parce que moi, personnellement, je suis pas allée jusqu'au bout. J'ai commencé. Heureusement, ça s'est très vite réglé. Mais ça, c'est parce que j'étais bien entourée, et notamment de ma famille. Pour revenir là-dessus, en fait, 2e mois, je n'étais pas payée. 3e mois, je n'étais pas payée non plus. Et 4e mois, je n'étais pas payée. Donc pendant 3 mois, en fait, je n'avais pas de salaire, en fait. C'était bénévole. Exactement. C'était du bénévolat. Et en fait, il me cherchait plein d'excuses pour gagner du temps. Et à chaque fois, ça fonctionnait parce que j'étais un peu naïve. Et surtout que j'osais surtout pas en fait rentrer en conflit, mais je me sentais prisonnière en fait, même si j'étais pas salariée, j'étais prestataire de service. Et le pire, c'est qu'en fait on me demandait de faire j'étais pas payée, mais on me demandait encore plus de travail parce que on était de base 3 customisateurs et à la fin il n'en restait qu'un, donc c'était moi. Et du coup, je me sentais un peu prisonnière. Il y avait aussi mon image. Je sais pourquoi, en fait, je voulais pas partir. Enfin, pas partir. Si, je voulais partir, mais je me sentais prisonnière. C'est parce qu'en fait, déjà, j'avais une date, en fait, à respecter. Déjà, donc j'étais obligée de respecter ça. Et en fait aussi il y avait mon image personnelle et je ne voulais vraiment pas que les gens en fait me lient. Cette entreprise-là qui ne respectait même pas les clients, donc les volait. Moi j'étais prisonnière parce que j'avais très peur que les gens en fait pensent que j'avais cette même éthique, alors que j'ai toujours respecté les clients, j'ai toujours fait en sorte que de les rassurer surtout.
parce que même en tant que client, tu es confronté à beaucoup d'arnaques envers les influenceurs qui vendent des produits sur Instagram, les réseaux sociaux. Oui, ils vendent tout et n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, en tant que client, tu es confronté à beaucoup d'arnaques, même les faux sites, par exemple. Et du coup, tu n'es pas trop rassuré. Donc moi, c'est vrai que je me mets beaucoup de pression sur mon image en tant que marque. Et moi, mon éthique, en fait, c'est de faire en sorte que les clients aient satisfait et que si c'est pas le cas, on va trouver une solution ensemble. Ça m'a beaucoup stressée. Pour répondre à ton conseil que je peux donner en fait par rapport au stress qu'on peut avoir sur le fait que on n'a pas été respecté sur son travail, c'est qu'en fait se dire, c'est dur, mais de se dire que tout le monde n'est pas comme ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as eu une mauvaise expérience que toutes les entreprises sont mauvaises et qu'on va pas te respecter, qu'on est là que par intérêt. C'est dur après de voir le bien quelque part quand tu as beaucoup de mal autour de toi. C'est sûr. Oui, c'est ça, mais je pense que tu es d'accord avec moi. Il ne faut pas généraliser en fait toutes ces expériences, surtout les mauvaises, parce que c'est un traumatisme en fait. C'est devenu un traumatisme que je sais que j'ai et que parfois je le vois même avec des personnes qui sont correctes avec moi. Et j'ai toujours un petit peu cette peur de est-ce qu'il est là par intérêt, est-ce qu'il va réellement me payer à la fin. J'ai ce traumatisme-là et j'essaie de me guérir. Il faut essayer de se dire, faut se protéger déjà tout ce qui est en termes juridiques. Essayer de ne pas se fermer des portes en fait aux opportunités. Parce qu'à être comme ça, tu peux te fermer des portes. Tu peux refuser des choses où les gens en face sont sérieux. C'est ça. Et toi, tu as juste peur. Parce que c'est un autre truc aussi gros que le premier qui t'a arnaqué. Et du coup, tu te dis, ils sont tous pareils. Et oui, c'est ça, et il faut se préparer mentalement. J'en avais parlé avec un homme qui a, pareil, plus de 50 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et qui, franchement, pèse. En fait, tous les ans, il se dit, OK, ça va m'arriver. C'est peut-être pas bien de se dire ça, mais il faut se préparer au pire pour s'attendre au meilleur. Il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui sont positive vibe, attitude à fond. Quitte à tout masquer, genre. C'est ça, mais en fait, t'es dans un déni parce que ça peut quand même t'arriver, tu vois. Tu ne te le souhaites pas, mais tu te prépares quand même mentalement. Tout à fait. C'est ça. Donc ça t'évite d'avoir un stress et lui-même, en fait, ça lui arrive et que parfois il a du stress, mais il se dit tout le temps, OK, ça peut m'arriver. Il se prépare psychologiquement. T'as déjà tâté le truc que si ça arrive, c'est pas un énorme truc qui te tombe dessus, même si on ne veut pas que ça arrive, mais au moins t'es déjà prêt à rebondir, entre guillemets. Exactement. Alors que si ça te tombe dessus, c'est plus long pour rebondir. Pour rebondir dessus, tu sais, on en avait déjà parlé, il y a eu une période où tu étais très très bas dans le moral, tout ça. Et du coup, j'ai envie de savoir comment tu as fait pour repartir tout simplement. Et justement, te conditionner à savoir que ça peut retomber, mais que tu seras préparé du coup pour pouvoir rebondir encore plus vite et plus haut après. C'est une très bonne question parce que faut savoir que de février jusqu'à septembre, c'était une période très compliquée. Financièrement, c'était compliqué, psychologiquement aussi. J'avais des objectifs que je n'arrivais pas à atteindre. Et en fait, même si je me donnais tous les moyens du monde pour y arriver, ça n'arrivait pas. Et en fait, le meilleur conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est surtout de bien s'entourer en fait. C'est d'être le plus transparent possible avec les gens de confiance, ta famille, tes amis également, parce que parfois en fait t'as besoin d'aide, demande de l'aide autour de toi, il y a forcément des personnes qui vont te tendre la main et c'est ce que j'ai fini par faire, même si dans les premiers mois j'étais un peu dans un déni, pareil, je suis un peu quelqu'un de têtu, je voulais essayer de m'en sortir par moi-même, tu vois. Oui, je suis un peu comme ça aussi. Mais ça marche pas parfois comme ça et en fait la vie elle te le rappelle et elle te gifle. Et du coup, même pendant cette période-là, j'avais des belles opportunités, mais en fin de compte, ça ne continuait pas, donc c'est un peu des opportunités masquées, on va dire. Ouais, ou bien oui, ça partait pas, ça faisait pas un effet boule de neige, quoi. C'était un truc unique où il y avait pas, ou du moins tu voyais pas le potentiel sur le moment, en fait. C'est ça, et du coup, ça me faisait retomber dans mes travers, et en fait, j'ai commencé à
comment dire, franchement, c'est peut-être hyper cliché, mais j'ai continué à croire en moi et je me suis dit, ok, à chaque problème, en fait, il y a sa solution et de toute façon, même si on vit une mauvaise période dans sa vie, ça va s'arrêter à un moment donné ou un autre. Enfin, la vie, c'est pas tout noir, c'est pas tout rose non plus, c'est un mix des deux. Et en fait, je me disais tout le temps, ok, cette période-là, elle va prendre fin à un moment donné ou un autre. Et du coup, j'ai commencé à taffer sur des stratégies, à commencer à me remettre en question sur mon business, à me dire, ok, pourquoi ça fonctionne pas? Et c'était en plein été. Et en fait, il faut savoir que l'été, en tout cas, moi, dans mon domaine, et ben en fait, l'été, je n'ai pas forcément beaucoup de commandes parce que les gens vont en vacances c'est normal. Et moi, ma période forte, en fait, c'est Noël, souvent. Parce que les gens cherchent des cadeaux pour Noël. Donc, du coup, ça rentre dans mon domaine d'activité, de proposer du coup ces services-là. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser à sortir de ma zone de confort. J'ai commencé à sortir de ma zone de confort, à proposer des services beaucoup plus variés. C'est pour ça que j'ai commencé à proposer la customisation sur les vêtements. Et là, justement, on s'attaque à un marché qui est le luxe. Sans oublier celui qui n'est pas forcément du luxe, donc ça fait 2 marques. Donc la deuxième, elle est en plein développement, donc c'est un projet qui me tient énormément à cœur et j'ai su bien m'entourer. Et en fait, c'est pour dire que là, pour le moment, ça se passe très bien. Et même si il se peut qu'à un moment donné, ça retombe, je serai déjà préparée à l'amont. Et encore une fois, il faut vraiment bien s'entourer. Et surtout, continuer à croire en soi. Parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, je pense que c'est pareil de ton côté. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça va super bien marcher pour toi. Et il y a des périodes où, en fait, c'est un creux. Et c'est totalement normal. C'est se remettre en question, faire des projets personnels. Parce qu'en fait, c'est là où il y a des creux. C'est là qu'il faut pouvoir créer pour continuer à alimenter son book. En tout cas, dans les métiers créatifs, pour nous. C'est là où, justement, il faut montrer ce que tu sais faire. Pour tout simplement attirer plus de gens qui ont envie de voir ce que tu fais ou qui ont envie de te faire travailler. Tous les moments sont bons à prendre, finalement. C'est juste que quand t'es en creux, tu penses pas comme ça. Tu te dis pas c'est un bon moment à prendre, tu broies juste du noir. Mais au moins, c'est bon à savoir. Et tu sais, il y a un truc aussi que j'ai remarqué, c'est que quand tu es dans un instant de survie, justement, parce que quand tu es auto-entrepreneur, c'est une aventure, et que en fait, tu peux compter que sur toi pour justement gagner ton argent, en fait, c'est souvent quand tu es dans des périodes de survie qu'en fait, tu sors des choses incroyables. Oui, c'est là que tu débloques des trucs. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors que dans le confort, en fait, c'est pas forcément là qu'on crée le mieux. Non, c'est dans la survie, j'ai l'impression. Et du coup, je me dis, c'est important d'avoir justement ces creux parce que t'as des idées fabuleuses qui te sortent de nulle part. Et justement, quand t'es en période de creux, c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment se protéger financièrement, dans le sens où il faut mettre de côté, tu vois, au cas où il se passe quelque chose. C'est pas ce que je faisais, c'est-à-dire que c'était un peu la vie d'Aloca. Je vivais, je m'en souviens. je vivais le moment présent parce que je me disais, je sais pas à quel moment, peut-être que ma vie va s'arrêter, je sais pas, tu vois. Dépense tout, quoi. C'est ça, c'était un peu la vie d'Aloca, tu vois. J'ai bien profité, j'ai kiffé. Oui, ouais. Tu vois, ça m'a permis d'aller en Thaïlande, au Japon, mais c'était incroyable. Mais c'était vraiment la vie d'Aloca. Et en fait, je me suis dit, non, en fait, faut avoir un juste milieu. Tu doser un peu, ouais. Tu vois, tu peux pas non plus que stocker ton argent et pas vivre, justement. Faut savoir vivre, mais il faut savoir aussi avoir un petit peu d'argent de côté au cas où il t'arrive quelque chose. Et il faut en sécurité, quoi. C'est ça. Et du coup, chose que je faisais pas et que j'ai appris au bout de 6 ans. Comment vivre avec l'incertitude financière en tant que créatif? Mais ça, en fait, j'ai mis en tant que créatif dans ma question, mais c'est pour tous les freelances. C'est comment tu peux garder l'envie de créer, genre être toujours stimulé, mais alors que tu as un gros stress financier derrière. Genre ça, en fait, je me dis qu'il y a des créatifs où ils peuvent pas être libres de créer parce qu'ils
ils pensent trop à justement l'argent, genre réussir à payer le loyer, à payer les courses. Et en fait, ça peut justement tout miner le moral, et du coup miner ta créativité, en fait. Et du coup, quand t'es dans un milieu créatif où il faut que tu sortes des trucs de toi-même, en fait, t'as plus d'énergie, t'as plus de moteur dans ton métier. Alors qu'en tant que créatif, si t'as pas l'idée, y a rien, tu vois. Oui, totalement. Et ça, c'est super angoissant. C'est pour ça qu'il y a plusieurs, dans ma tête, il y a plusieurs types de freelance. Il y a des freelances qui sont créatifs et du coup qui doivent sortir quelque chose, qui doivent créer des choses qui viennent d'eux. Et les freelances qui proposent un service, mais qui est service, genre, je sais pas, accompagnement, où il n'y a pas forcément de créativité, c'est surtout du savoir-faire. Et du coup, eux, ils n'ont pas d'incertitude là-dessus. Parce qu'en fait, en tant que créatif, t'as forcément des moments de creux. Comme les moments, mais des creux d'inspiration, tu vois. Tu peux pas t'inspirer constamment, tout le temps. Totalement, mais je pense qu'il faut accepter déjà. C'était le comment vivre avec ça. Et je sais même pas si j'arriverai à répondre à la question, mais c'est juste que on vit tous avec ça, et c'est ok. Et il y en a certains qui doivent faire des plus longues pauses que d'autres. Pour le moment, je me mets pas trop de pression à créer des projets. Alors qu'il y a une période où, dès que j'en finissais un, il fallait que j'en crée un autre tout de suite. Ça me stimulait. Ça me stimule toujours, mais c'est juste que c'est plus long à mettre en place. Donc du coup, je me laisse ce moment de creux pour développer un autre projet qui est là, le podcast. Et du coup, en fait, c'est tout aussi enrichissant finalement. Mais c'était pas un stress justement de finir un projet, après il fallait que tu penses à un autre, d'en créer en fait constamment. Si, le fait que je voulais pas avoir de creux entre chaque projet. C'était stressant, non? En fait, je pense que moi, de mon côté, je me mets pas de pression par rapport à ça non plus. Parce que, en fait, des périodes de creux où t'as pas d'idée, ça arrive à tout artiste, à tout créatif, en fait. Et il faut l'accepter, c'est comme ça parce que, de toute manière, tu vas pas te forcer à avoir des idées. Tu peux pas. Non, c'est impossible. C'est un des seuls trucs où, tu peux te mettre dans des conditions, mais chaque personne est inspirée différemment, tu vois. Pour finir ce podcast, j'ai une anecdote beaucoup plus positive, c'est-à-dire que même si des fois tu tombes sur des mauvaises personnes, faut savoir qu'il y a des personnes actuellement qui bossent avec moi et je les remercie infiniment d'être là parce que y a du respect, ils sont corrects et puis on s'aide énormément et je vois qu'ils sont pas là par intérêt, ils sont pas là pour profiter et des fois c'est super important de s'entourer justement. Il y a une personne avec qui je bosse énormément en ce moment, c'est Vigo et Aliou. Et en fait, je sais qu'ils m'ont énormément épaulée dans mes projets, voire même ils en ont fait beaucoup plus que ce que je demandais de base. Et en fait, ça m'a enlevé un poids énorme en termes de stress parce que ils ont les bons mots pour atténuer ce stress-là. Et puis, même, il y a des choses qu'ils savent faire que moi, je ne sais pas forcément faire. Et ça se complète quoi. C'est ça et je sais que je leur fais totalement confiance. Comme j'ai dit en fait il y a des bonnes personnes et il y a des mauvaises personnes et il faut pas généraliser tout le monde. Et justement je remercie en fait la vie de me les avoir mis sur mon chemin parce qu'avant il y a eu plein de gens mauvais. C'est ça. C'est ça et puis en fait ils me permettent d'évoluer dans mon domaine et que je sais que grâce à ces personnes-là et puis à d'autres je peux encore plus évoluer, tu vois. Merci. C'est un très beau message pour terminer. Du coup merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. On se retrouvera pour un prochain épisode. Salut!